l'Union européenne doit envoyer des troupes pour seconder la RDC. S'ils sont sérieux, parce que c'est la RDC qui est agressée. D'ailleurs, moi j'ai toujours parlé de l'agression. Mais lorsque vous suivez Félix Tshisekedi, je ne sais pas s'il parle de l'agression, s'il parle d'une guerre de rébellion, s'il parle d'une opposition armée, je ne sais pas. Voilà, vous allez nous faire la guerre, on vous fait la guerre. Pourquoi Félix ne fait pas la guerre? Non, c'est sérieux. Et vous avez parlé de 2019, est-ce que c'est Joseph Kabila qui demande à... Vous ne savez pas comment est-ce que les M23 ou cette guerre commence? Le chef de l'État lui-même, il dit, il a invité le M23. C'est lui. Déjà, à sa prise de pouvoir, quelques jours après sa prise de pouvoir, il est en contact avec le Rwanda, avec Paul Kagame. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui a demandé à Félix d'inviter le M23? C'est là que j'ai dit le mensonge. Si on n'arrive pas à mettre fin à cette histoire-là, le mensonge, on ne changera pas. Donc, selon... Attendez, je vais finir. Allez-y, allez-y. Ce n'est pas Joseph Kabila, Félix, puisque vous parlez d'infiltration. Joseph Kabila a arrêté beaucoup de généraux. Les Biamungu qui font la guerre aujourd'hui. Ils étaient arrêtés à l'époque de Joseph. Qui les a libérés? Pourquoi citer le nom de Joseph? Voilà, donc on a compris, selon vous, en conclusion, le problème, ce n'est pas Joseph Kabila, mais laissez cet homme se reposer, il a fait 18 ans à la tête du pays, diriger le Congo. Vous savez, c'est comme ça que vous voyez Félix. Félix n'a pas de nerfs pour diriger le Congo. Excusez-moi que je dise ça. C'est comme ça que aujourd'hui Joseph Kabila était avec Félix, comme au début. Et qu'il n'y avait pas eu ce qu'il y a eu là, on ne parlerait pas de cette guerre. Félix a compris, il a déjà fait une déclaration dans ce sens. Voilà, nous sommes en train de... Il n'y aura pas de dialogue. Mais puisqu'il n'y aura pas de dialogue... Que faire maintenant? Quelle est la solution? C'est la seule solution, il n'y en a pas deux. Si lui ne fait pas la guerre, ils vont faire la guerre. Et ils font déjà la guerre. Et le pouvoir ou le gouvernement congolais est dans une très mauvaise position par rapport à cette guerre. Voilà, le gouvernement congolais... Situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo après la chute de la ville de Goma dans le nord Kivu. Bukavu dans le sud Kivu tombe à son tour entre les mains de rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Quelle recette pour le gouvernement de Kinshasa pour mettre fin à cette guerre? On en parle dans cette émission avec mon invité qui s'appelle Monsieur Kempes Kipepo. Il est analyste politique. Avec lui, nous allons évidemment passer en revue toutes les questions en rapport avec ce qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kempes, je reviens à vous. Bienvenue dans ce plateau. Merci Serge. Voilà, je l'ai dit tantôt, on va passer en revue la situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le M23 a pris la ville de Goma et hier encore la ville de Bukavu dans le sud Kivu. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette chute spectaculaire des grandes villes de la République démocratique du Congo, ou en d'autres termes, cette progression spectaculaire de rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise? Merci pour la question. Je pense que je vais être très clair sur cette question-là. Vous savez, dans tout ça, il n'y a qu'un seul acteur principal. C'est le président de la République. Quelqu'un a dit,
les présidents n'héritent pas les problèmes. Parce qu'avant déjà d'accéder au pouvoir, ils connaissent les problèmes du pays. C'est pourquoi ils demandent d'être votés, n'est-ce pas, pour corriger ces problèmes. Et s'attaquer ou alors chercher des boucs émissaires, c'est une solution. Mais c'est une solution qui est médiocre. Dans la tête du chef, il n'y a pas la victoire. C'est comme ça que vous êtes en train de voir, au lieu de chercher le moyen pour vaincre l'ennemi à l'intérieur du pays, il est toujours dehors. Pourquoi il est dehors? Parce qu'il ne croit pas en lui. Et il ne croit pas à son propre peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais le président de la République n'est pas appelé à aller se battre au front. Il y a les FRDC qui font de leur mieux pour défendre le pays. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est lui le premier responsable? Oui, tout simplement parce que, je dis au début, la victoire c'est dans la tête. Si dans la tête du chef, il n'y a pas la victoire, donc il n'y a pas, le peuple ne peut rien espérer. Je vais vous dire un truc. Comparez un peu Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Quand on était en guerre avec Joseph Kabila, les comportements par rapport à cette guerre-là, avec lui, étaient autres que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous savez, est-ce que pensez-vous vraiment que Joseph Kabila ne savait pas qu'il y avait tout ce qu'il y a aujourd'hui? Il savait, mais il s'est comporté comme un chef. C'est tout simplement ça. Et Paul Kagame, il a compris. Il a compris, et les M23 aussi ont compris, que le chef, n'est-ce pas, il est dans un état de crainte. Et quand un chef est dans un état de crainte, tout le reste, il contamine tout le reste. Les militaires qui sont au front, j'ai suivi, il y a des gens qui disent que l'armée congolaise, ce n'est pas une bonne armée. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une très bonne armée. D'ailleurs, avec Kabila, c'est une armée qui a été classée 8e. Et cette armée a vaincu les M23 et le Rwanda. D'ailleurs, à cette époque, on pouvait dire le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Il les a vaincus avec cette armée-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à vaincre cet ennemi-là? C'est tout simplement que le chef lui-même, quand on le regarde comme ça, vous sentez qu'il y a en lui, il n'y a pas en lui la victoire. Et ceci, n'est-ce pas, est transmis d'une certaine manière à tous ceux-là qui sont au front, n'est-ce pas, pour pouvoir défendre l'intégrité territoriale. Mais le président Tshisekedi, c'est parmi le rare président qui a mis beaucoup plus de moyens dans l'armée avec cette loi de la programmation militaire, c'est-à-dire qu'il est préoccupé au plus haut point de ce qui se passe à l'Est et il veut à tout prix mettre fin à cette situation. Non, la question c'est, j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre. J'ai commencé par une citation ici. Il dit... Qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Qu'est-ce que moi j'observe? J'observe que le président de la République pense qu'il est en train, qu'il a vraiment hérité les problèmes. Ce qui n'est pas faux non plus, hein? C'est ce que je venais de dire, que les présidents n'héritent pas les problèmes. Parce qu'avant d'accéder déjà au pouvoir, vous connaissez les problèmes. C'est ça déjà, à partir du moment où on pense qu'on a hérité les problèmes, cela voudrait dire tout simplement que la suite, c'est un échec. On n'hérite pas les problèmes.
Donc, selon vous, si aujourd'hui, le M23, soutenu par le Rwanda, est en train de progresser, c'est parce qu'il y a un désespoir dans le chef de Félix Tshisekedi? On est en train... il y a déficit de leadership. C'est ça le problème. Mais que dites-vous de la thèse soutenue par certains caciques du régime selon laquelle notre armée est infiltrée? Je pose toujours la question, c'est à quel niveau? À tous les niveaux. À tous les niveaux, notre armée est infiltrée à partir des brassages, mixages qu'avait fait le président Joseph Kabila. Aujourd'hui, l'armée congolaise est vraiment infiltrée. N'ont-ils pas le moyen de pouvoir faire en sorte qu'on détecte, n'est-ce pas, tout celui qui est, tous ces infiltrés-là? Est-ce qu'ils n'ont pas le moyen de pouvoir faire ça et présenter ces infiltrés au peuple congolais? Sinon, le fait que nous sommes en train de continuer à parler d'infiltrés, mais les infiltrés, c'est depuis Joseph Kabila. C'est depuis Joseph Kabila que cette armée a été infiltrée. C'est pourquoi je vous parle du leadership. Est-ce que Kabila ne savait pas qu'il y avait des infiltrés? Comment il a pu gérer ça? Il y a un problème de gestion des émotions. Je parle, moi, de l'acteur principal ici, aujourd'hui, c'est Félix. Vous comprenez? Il n'arrive pas à gérer les émotions. Ça y est, il va rester, avec ça, il va rester, n'est-ce pas, effarouché longtemps dans sa carapace égotique. Et ça ne va pas, ça ne lui a pas servi, vous voyez. Et si cela ne lui a pas servi, lui, en tant que chef, ça ne servira. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en tant que président de la République? Il est déjà en train de faire beaucoup plus mieux que ce qu'a fait son prédécesseur, Joseph Kabila. Par exemple. Il est en train de se battre sur le plan diplomatique. Il a beaucoup de victoires qu'il a déjà enclenchées au niveau de la diplomatie, les sanctions qui tombent contre le Rwanda, par exemple. La loi sur la programmation militaire, l'argent qu'il met dans l'armée, il fait mieux que son prédécesseur. Mais il ne gagne pas. Pourquoi? C'est que c'est un problème de leadership. Vous dites qu'il gagne en diplomatie selon vous. Et il y a la loi de la programmation militaire. Il y a quoi encore? Plus de budget qu'il met dans l'armée. Et pourquoi alors on ne gagne pas? Pourquoi sur le front on se comporte comme si tout cela n'existait pas? C'est tout simplement un problème de leadership. Vous voyez? Ça veut dire il faut qu'il... La première des choses, il doit d'abord comprendre lui-même qui il est. Parce que s'il n'a pas encore compris, qui il est, il ne pourra pas donner, il ne pourra pas être une solution pour le problème du Congolais. Donc, à l'heure actuelle, vous pensez que Félix n'est pas à la hauteur de résoudre ce problème-là? Mais il met tous ces moyens-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les FARDC décrochent? Alors, qu'est-ce qui explique le soutien de l'armée rwandaise au M23? Écoutez, moi je ne voudrais pas qu'on entre sur... qu'on puisse trop parler du Rwanda. Rappelez-vous, dans toutes les émissions qu'on a toujours fait avec vous, moi je vous ai toujours dit que la solution par rapport à ça, c'est nous, Congolais. Ce n'est pas la diplomatie, ce n'est pas tout ce qu'il y a comme... tout ce qui est en train d'être fait pour trouver des solutions autrement. Nous devons d'abord trouver des solutions en tant que Congolais. J'ai toujours répété ça. Quelles sont les solutions que vous préconisez, vous, en tant qu'analyste politique? La première des choses, c'est la cohésion. S'il n'y a pas cohésion, il n'y a pas victoire. Vous avez parlé d'infiltration. Moi, je vais vous parler de la trahison. Parce que l'infiltration, vous n'avez pas de preuves. Les nominations récentes ici des généraux, tout ça. Il y en a qui disent, je ne maîtrise pas
Je ne connais pas ces personnes qui ont été nommées, mais on dit que il se pourrait que c'est des Rwandais, etc. L'infiltration, c'est vous et les autres qui parlent d'infiltration. Il y a infiltration, il y a toujours eu infiltration depuis. Mais moi, je veux plutôt vous parler de la trahison. Oui, de la trahison, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui explique le soutien de l'armée rwandaise aux côtés de M23? Le Rwanda a ses problèmes à lui. Nous savons tous que le Rwanda a toujours... D'ailleurs, c'est sous le régime Tshisekedi que le Rwanda s'est prononcé en disant qu'ils avaient des terres au Congo, des choses comme ça. Vous savez? Et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est nous-mêmes Congolais qui avons mis cette matière dans le Rwanda. Moi, j'ai été militaire et je parlerai comme militaire. D'abord, un militaire, c'est la guerre. Pourquoi on n'a pas encore déclaré la guerre? Et la prise de Goma ou de Bukavu aujourd'hui, je peux me permettre que ça peut être trop tard de pouvoir déclarer la guerre parce qu'aujourd'hui vous allez déclarer la guerre. Comment vous allez le faire? Le président de la RDC a été clair sur ce point. Il évite des pertes en vies humaines. Il ne veut pas faire tuer ses compatriotes congolais. Voilà pourquoi il ne déclare pas la guerre, sinon il le ferait. Alors il ne lui reste que deux solutions. Soit il démissionne, soit il négocie. Or, la négociation n'est pas possible. Ou le dialogue, ce n'est pas possible. C'est que la seule solution, c'est de démissionner. Comment ça, le dialogue n'est pas possible? Et pourtant, il y a les processus de Luanda et les processus de Nairobi qui appellent justement au dialogue. Tout ça, vous n'avez pas foi à tout ce processus? Mais je te l'ai toujours dit. Je te l'ai toujours dit. Ça n'aboutira à rien. Tout ce Pourquoi ça n'aboutira à rien? Mais, quelle est la raison? La raison, c'est que nous savons les revendications. Si vous cherchez à entrer dans ça, vous allez voir que la communauté internationale va donner raison à Paul Kagame. Ce n'est pas ce que vous avez suivi avec l'Union européenne. Si seulement ils ont été sérieux, après, les sanctions doivent suivre. Quand je parle des sanctions, moi je parle d'une imposition en termes de force. Il faut imposer une force. N'est-ce pas une force, soit européenne ou je ne sais pas, une véritable force. Pas ce qu'on est en train de vivre avec la SADC, tout ça. Ça c'est de la comédie. Vous comprenez? L'Union européenne doit envoyer des troupes pour seconder la RDC. S'ils sont sérieux, parce que c'est la RDC qui est agressée. D'ailleurs, moi j'ai toujours parlé de l'agression. Mais lorsque vous suivez Félix Tshisekedi, je ne sais pas s'il parle de l'agression, s'il parle d'une guerre de rébellion, s'il parle d'une opposition armée, je ne sais pas. Voilà, en parlant de ça, récemment, il a été en Allemagne où il a fait une interview. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a dit qu'il connaissait celui qui était qui est derrière le M23, l'initiateur de ce mouvement qui cherche à déstabiliser le pays, et il a cité les noms de Joseph Kabila qui est son prédécesseur. Vous, en tant que kabiliste qui croyez en Joseph Kabila, que dites-vous par rapport à ces accusations aussi graves contre le pays? Non, le East, là, c'est une limitation. Ok? Je défends Kabila. D'accord. Et que dites-vous par rapport à tout ce que le président a dit contre celui que vous défendez? Ok. Vous savez, lorsque j'ai suivi ça, je me suis posé deux questions. La première question, c'est que... déjà,
il y a un endroit où je n'ai pas bien saisi. Lorsqu'il parle de Joseph Kabila, il dit, la preuve c'est Joseph Kabila. Et sa suite c'est quoi? Il dit, il se cache, il ne veut pas assumer. Je me pose la question, si Joseph se cache, comment il sait que c'est Joseph Kabila? Mais c'est le président de la République, il est l'homme le mieux informé du pays, je vous le rappelle. Mais il a prouvé à la face du monde qu'il a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. On peut parler de son salaire, il connaît son salaire. Alors je ne vais pas rentrer dans tout ça. En citant Joseph Kabila, ne savez-vous pas qu'il a des douaniers Paul Kagame? Parce que finalement, bon, moi je me pose des questions. Lorsqu'il parle comme ça à ses homologues, pensez-vous que ces gens-là, ils comprennent vraiment la pensée de Félix? Parce que tantôt c'est Kagame, tantôt c'est tel, aujourd'hui c'est Joseph Kabila. Si ce n'est pas Joseph Kabila, et si c'est Joseph Kabila, et que ça veut dire que ça cesse d'être Paul Kagame, et si ça cesse d'être Paul Kagame, c'est que ce n'est pas une guerre d'agression. C'est quelle guerre alors? La nature de cette guerre, c'est quoi? C'est comme ça que je vous ai dit, Félix, il n'a pas la capacité de gérer les émotions. Le problème, c'est ça. C'est pourquoi on dit que le problème du Congo, c'est Félix. Mais pourquoi Joseph Kabila, jusqu'aujourd'hui, il est resté silencieux face à tout ce qui se passe au Congo? Ce n'est pas une preuve de sa complicité, ça? Non, c'est une preuve de sagesse. Vous savez que si Joseph Kabila devait parler aujourd'hui, mais beaucoup de murs vont s'écrouler. C'est une preuve de sagesse. Même quand on tue ses compatriotes, tu restes silencieux, il ne condamne jamais le Rwanda. Il y a des gens qui ont été votés ou qui sont payés pour défendre le peuple. Mais pour défendre le pays, il ne suffit pas d'occuper un poste. Condamner le Rwanda, ce n'est pas question d'avoir une fonction. Raison pour laquelle il est resté silencieux. Parce que il ne peut rien. Beaucoup de Congolais qualifient son silence comme étant complice. Non, attendez. Oui, mais je sais. Je sais que beaucoup disent des choses comme ça. Mais aussi, beaucoup comprennent que Joseph Kabila a raison de rester silencieux. Vous savez que Joseph Kabila a beaucoup travaillé pour ce pays. Attendez. Si aujourd'hui, on peut les taxer d'être derrière les M23, c'est pourquoi je vous ai donné la citation là, que j'ai l'impression que M. Tshisekedi, il est en train de connaître les problèmes du Congo tout en étant au pouvoir. Et ça, c'est une grosse erreur. Et c'est une leçon pour tout le monde qui a toujours voulu être président de la République. Donc, selon vous, Kabila n'a rien à voir dans tout ce qui s'est... Il n'a rien à voir parce que Kabila est Kagame. Vous savez, pour être derrière le M23 ou l'AFC, il faut être en contact, il faut avoir des contacts avec Paul Kagame. Mais Corneille Nangaa, qui est présenté comme le président de l'AFC, est un homme de Joseph Kabila. Ça veut dire quoi? Mais il a travaillé avec Joseph Kabila. Mais avant de partir, il a travaillé avec Félix? Non, il n'a pas travaillé avec Félix. Non, il a travaillé avec Joseph Kabila. Ils ont fait des élections avec Joseph Kabila. Est-ce qu'il n'était pas il n'était pas dans l'entourage, peut-être pas intime, élargi de Félix Tshisekedi? Alors, voilà, on va... Allez-y, allez-y. 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 Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Est-ce que le fait d'avoir travaillé... attendez, derrière Félix, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec Kabila, Kamere. D'ailleurs, Kamere, quand on parle du PPRD, est-ce que Nanga représentait quelque chose?
dans l'entourage de Joseph Kabila. Nanga n'a pas représenté quelque chose de grand, comme Kamere, comme Bochab et tous les autres. Mais ils sont avec Félix. Est-ce que le fait que Nanga va rejoindre les M23 voudrait dire que si Joseph est avec lui? Qu'est-ce qui prouve d'abord que Joseph et Nanga étaient en connivence? Non, écoutez, les Kadiocha, c'est ça. Je vous ai dit l'autre fois que les combats, normalement, doivent changer. Vous voulez que les choses changent au Congo? Mais il faut commencer par combattre le mensonge. Si vous ne combattez pas le mensonge au Congo, rien ne changera. Ça nous rattrape aujourd'hui. C'est les mensonges qui nous sommes en train de vivre les résultats de ce qu'a été l'opposition d'hier. Vous comprenez? Ça nous rattrape aujourd'hui, le mensonge. C'est ça le problème du Congo, c'est le mensonge. Et le mensonge a fait qu'aujourd'hui les Congolais ne sont pas... ou alors il n'y a pas cohésion dans le chef du peuple congolais. Voilà, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que je reçois sur ce plateau Monsieur Kempes Kipepo. Il est analyste politique. Avec lui, nous sommes en train de parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique. Je vais vous redonner la parole. Dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais quelle est la différence que vous faites entre la gestion de cette crise par Joseph Kabila et la gestion de cette crise par Félix Tshisekedi? C'est pourquoi je vous ai dit que les gens ont tendance à en mettre, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais ils ont tendance à omettre la période qui va de 2012 ou 2013 à 2019. On n'en parle pas. Parce que j'entends des gens dire qu'il faut chercher des solutions durables. Mais on avait déjà eu ces solutions-là. Cette guerre n'a plus existé. Pour répondre à votre question, la gestion en termes de cette guerre-là. Mais Joseph a été... C'est là où j'ai dit, aujourd'hui, il y a manque de leadership. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas l'infiltration ou tout ça, Joseph a connu ça plus que ça. Mais beaucoup de gens pensent que cette paix entre 2013 et 2019, ce n'était qu'une paix précaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était des solutions un peu négociées qui n'étaient pas des solutions durables qu'il fallait apporter à cette situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je suis en train de parler de combattre les mensonges. Tant qu'on va continuer de mentir sur le Congo. Mais où se situent les mensonges? Lorsque on dit que c'était des solutions qui n'étaient pas durables, qui ne valaient pas vraiment la peine d'être mises en place, ce n'est pas un mensonge quand même. Parce que par la suite, on a vu en 2019 le M23 revenir. Non, mais c'est ça la question. Il faut poser maintenant la question, comment est-ce que ceci refait surface? C'est parce que Joseph Kabila a pris des engagements avec le M23 qu'il n'a pas respectés. Voilà. Dans mon téléphone, là, après cette émission, je vais vous montrer les images, n'est-ce pas? Les images montrant les M23 au Burundi, en Ouganda, après la frappe des FRDC. Ils ont fui, n'est-ce pas, vers le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Je vais vous montrer les images. Est-ce que Joseph Kabila n'a pas signé des accords avec le M23? Mon frère, les accords existent. Mais quel accord? Va dans le Google, j'espère que tu vas trouver cet accord-là. Si j'avais l'idée, bon, tu vois... J'ai peut-être oublié, je pouvais imprimer ça et venir avec ça ici. Tu sais, cette histoire d'accord-là, supposons, même s'il y a... L'accord existe entre le gouvernement du régime de l'époque de Kabila et le M23. Ça existe. Mais attendez.
Pourquoi il y a eu guerre en 2012 ou 2013? C'est tout simplement parce que ils ne se sont pas mis d'accord sur un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Et en tant que chef, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré en guerre avec le M23 et le Rwanda. Il les a chassés, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Accord. Écoutez, nous savons ce que ces gens-là réclament. Et il dit non, vous venez nous faire la guerre, on vous fait la guerre. Pourquoi Félix ne fait pas la guerre? Non, c'est sérieux. Et vous avez parlé de 2019. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui demande à... Vous ne savez pas comment est-ce que les M23 ou cette guerre commence? Le chef de l'État lui-même, il dit, il a invité le M23. C'est lui. Déjà, à sa prise de pouvoir, quelques jours après sa prise de pouvoir, il est en contact avec le Rwanda, avec Paul Kagame. Il est en contact avec Paul Kagame. D'ailleurs, ce n'est même pas... leur coopération ne commence pas après la prise de pouvoir, non. Ça date de très longtemps. Les images sont là, je peux te montrer. Où Etienne Tshisekedi est en train de passer en revue les troupes rwandaises. Vous n'avez jamais vu ça? C'est à l'époque de Joseph Kabila. Comment cette guerre commence ou refait surface? C'est ça la question. Félix est en contact avec le Rwanda, Paul Kagame. Et il invite les M23 à Kinshasa. C'est une histoire connue de tous. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui a demandé à Félix d'inviter les M23? C'est là que j'ai dit le mensonge. Si on n'arrive pas à mettre fin à cette histoire-là, le mensonge, on ne changera pas. Donc selon... Attendez, je vais finir. Allez-y, allez-y. Ce n'est pas Joseph Kabila. Et ça commence quand? C'est quand ils ne se sont pas mis d'accord. C'est la même chose, c'est la répétition de l'histoire. Ils ne se sont pas mis d'accord. Félix est farouché dans sa carapace. Égotique, parce qu'il ne faut pas penser que la vie se résume à ta simple perception. Non. C'est ça le problème. Et ils ne se sont pas mis d'accord. Les M23 sont rentrés. Mais en même temps, Félix, puisque vous parlez d'infiltration, Joseph Kabila a arrêté beaucoup de généraux. Les Biamungu qui font la guerre aujourd'hui. Ils étaient arrêtés à l'époque de Joseph. Qui les a libérés? Pourquoi citer le nom de Joseph? Voilà, donc on a compris, selon vous, en conclusion, le problème, ce n'est pas Joseph Kabila. Mais laissez cet homme se reposer, il a fait 18 ans à la tête du pays, diriger le Congo. Vous savez, c'est comme ça que vous voyez Félix. Félix n'a pas de nerfs pour diriger le Congo. Excusez-moi que je dise ça. C'est comme ça que je vous parle en termes de la gestion des émotions. Félix, c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même. Je me pose des questions, est-ce qu'il a des conseillers spirituels? Ah, il a le prophète, son pasteur, monsieur Roland Dallot, qui est son conseiller spirituel. Vous savez, c'est que quand on dit conseiller spirituel, vous savez comment les gens pensent, comment ils définissent ça? Ils définissent les conseillers spirituels par le fait peut-être de prière ou de faire des prières, tout ça. Non. Les conseillers spirituels, ce sont les enseignements qui permettent, n'est-ce pas, qui doivent permettre à Félix d'éveiller son vrai Félix parce qu'il dort en lui. Voilà. Si vous priez pour Félix, vous n'allez pas réveiller le vrai Félix qui est en lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la différence entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est lui le président de la République. C'est lui le numéro 1 de tous les Congolais. De la même façon, on dit qu'il est
comment on dit, il est le magistrat suprême, par exemple, tout ça. Les garants de la nation, les commandants suprêmes. Ça, c'est pas constitutionnel. Alors, tout ça, même en spiritualité, Félix doit, n'est-ce pas, avoir ou être dans un état où il domine, parce qu'en réalité, un chef doit dominer réellement son peuple. Dominer, ce n'est pas arrêter tout ça, non. Voilà, ce n'est pas notre sujet du jour, on a quand même compris. Mais revenons à ce que on disait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'histoire semble se répéter comme en 1997 avec l'AFDL? Quand on regarde ce que les M23 est en train de faire, est-ce qu'on peut se dire ça? C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. C'est là, vous savez, je vais revenir un peu sur la question de Joseph Kabila. Dans ma conception ou dans ma pensée, vous savez pourquoi Félix Tshisekedi parle de Joseph Kabila? Parce que c'est lui aujourd'hui le dernier rempart. Son dernier rempart à lui. Il sait qu'il n'a pas besoin de tous ces pays-là. Il n'a pas besoin il n'a plus besoin des conseils de tous ces gens-là. La seule personne qui lui reste aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Ça veut dire quoi? Et quand il parle de Joseph Kabila, il est en train tout simplement de demander aux autres, à la communauté internationale, n'est-ce pas, de pouvoir faire en sorte qu'il ramène Joseph Kabila à la raison. À la raison, c'est-à-dire que quelque part, Joseph Kabila a été égaré. À la raison, ça veut dire quoi? Oui, lorsque vous dites de ramener à la raison, ça veut dire que quelque part, Joseph Kabila est égaré contre la volonté de son peuple. Parce que, écoutez, Joseph Kabila, si aujourd'hui Joseph Kabila était avec Félix, comme au début, et qu'il n'y avait pas eu ce qu'il y a eu là, on ne parlerait pas de cette guerre. Félix a compris, il a déjà fait une déclaration dans ce sens. Voilà, nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin. Une déclaration dans ce sens. Et aujourd'hui, il a compris. Mais il ne peut pas, il sait qu'il n'a pas le moyen de le faire revenir. Tout simplement, oui, oui. On comprend que vous aimez bien Joseph Kabila, on les sent, on les comprend. Ce n'est pas une question de l'aimer, écoutez. Ce n'est pas une question de l'aimer. Vous savez, j'ai toujours dit qu'on a menti, on a beaucoup menti sur cette personne-là. C'est pourquoi, à un certain moment, il faut amener les gens à dire la vérité sur ces messieurs-là. Voilà, amener les gens à dire la vérité sur Joseph Kabila, propos de M. Kempes Kipepo. Alors, on va finir l'émission, mais quelle est la solution aujourd'hui pour la République démocratique du Congo? Est-ce le dialogue? Non, moi je ne conseille pas le dialogue. Le dialogue, je vous ai dit déjà au début qu'il n'y a pas possibilité parce que Félix, il n'acceptera pas le dialogue. Et tout le monde aussi n'acceptera pas. Pourquoi Félix n'acceptera pas? C'est du fait des revendications des autres. Prenez par exemple Langa qui veut que Félix démissionne. Vous comprenez? Je ne prends que cet exemple-là. Ce qui est impossible, Félix ne peut pas démissionner. Et quant aux autres, ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus chercher à dialoguer avec Félix. C'est vrai, à un certain moment, ils cherchent, ils montrent comme s'ils avaient besoin de dialoguer avec Félix. Mais les conditions qu'ils posent, vous voyez déjà que c'est une façon de refuser, c'est une façon respectueuse de refuser qu'ils n'ont pas besoin de dialogue. Mais on a vu le prêtre et l'église protestante du Congo faire bloc dans une mission
qui a été enclenchée il y a quelques jours. Ils ont vu le président de la République, Félix Tshisekedi. Ils ont vu les opposants à Kinshasa. Ils sont passés par Goma et aujourd'hui, ils sont à Bruxelles pour voir les exilés politiques. Est-ce que cette démarche-là ne va pas aboutir, selon vous? Ça n'aboutira pas parce que le problème, c'est Félix. Vous savez, je vous ai dit au début que le seul acteur qui est capable de finir cette guerre, c'est Félix. Or, Félix, moi je le compare à une prison. Il est comme une prison. Si tu y retournes, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Le dialogue est impossible. Il n'y aura pas de dialogue. Mais puisqu'il n'y aura pas de dialogue, que faire maintenant? Quelle est la solution? C'est la seule solution. Il n'y en a pas deux. Si lui ne fait pas la guerre, ils vont faire la guerre. Et ils font déjà la guerre. Et le pouvoir ou le gouvernement congolais est dans une très mauvaise position par rapport à cette guerre. Voilà, le gouvernement congolais est dans une très mauvaise posture. Dernière question avant de finir. On a vu Emmanuel Macron faire un tweet sur X qui appelle au M23 de se retirer de Bukavu. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est une sorte d'impérialisme que Emmanuel Macron veut imposer au peuple africain? Bon, ça a toujours été comme ça, mais par le tweet, c'est très faible. Ça ne changera rien. Tweeter seulement et dire non, il faut que les M23 se retirent. Et les M23 va se retirer, vous pensez que... Et d'ailleurs, il a demandé qu'au M23 de se retirer de l'aéroport pour permettre que comment on dit, les ONG ou les organisations qui s'occupent de l'aide des réfugiés puissent, n'est-ce pas, atterrir. Pour permettre un couloir humanitaire, comme on dit, voilà. Vous savez, ça c'est un sabotage, vous savez c'est quelqu'un il a fait tout simplement plaisir à Félix Tshisekedi. Parce que j'ai l'impression que Félix les a trop embêtés. Le fait de trop parler, et ça a diminué. Spirituellement, il est diminué. Pourquoi? Parce qu'il parle trop. Au lieu de trop parler, il doit faire un petit recul, n'est-ce pas? Et voir comment il peut rester au repos pendant un certain moment et méditer même. C'est là que je parle maintenant je parlais des conseillers spirituels. Ce n'est pas le moment d'aller voir ces Macron, tout ça, tous ces mondes-là. Il les dérange, pourquoi? Et c'est par respect qu'il fait ces petits tweets-là, qui ne va rien, qui ne changera rien. Parce que les M23 et Paul Kagame, tout ce monde-là, ils ont leurs objectifs. C'est jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs, alors qu'on pourra dire peut-être qu'on pourra peut-être parler de la fin de cette guerre. Allez, dernière. Là que j'ai dit, si Félix, lui, ne fait pas la guerre au M23, alors il faut laisser le M23 faire la guerre. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, dernière question avant de se séparer pour cette émission. Comment voyez-vous la suite des événements? La suite, c'est à l'allure où vont les choses. Si le gouvernement ne fait pas très attention, toutes les villes vont tomber. Je vais vous expliquer. Du côté du gouvernement, il n'y a pas la politique de récupération des militaires qui décrochent ou d'encadrement. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de cette politique-là, on ne mettra pas de moyens pour encadrer les militaires qui décrochent, alors ce sont ces militaires-là qui vont faire tomber toutes les villes. Ce sont eux qui vont vers les positions, ce sont eux qui vont vers les positions là où d'autres militaires sont positionnés. Vous savez ce qui se passe quand un militaire a décroché au front? Et
Est-ce que vous avez besoin d'une explication par rapport à ça? Allez-y, allez-y. Les téléspectateurs ont besoin de cette explication. Un militaire décroche. On a encore 2-3 minutes. Hein. Un militaire, quand il décroche, cela veut dire qu'il est démoralisé. Mais il a en tête une idée. Un militaire qui a décroché, il est passible, n'est-ce pas, à la justice. Normalement, il doit être arrêté parce qu'il a décroché. Maintenant, comme il décroche en masse, n'est-ce pas, et qu'ils arrivent là où il y a les autres en position, ils sont premiers à donner les informations. Parce qu'on les arrête, on doit nécessairement les arrêter, mais vous allez où, pourquoi vous fouillez tout ça? Il faut qu'ils donnent des explications. Et ce sont ces explications-là qui démoralisent aussi ceux qui sont positionnés. Et quand ils passent ensemble. Donc, ils vont traîner tout le monde. Et c'est comme ça que toutes les villes vont tomber. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'il y ait une politique d'encadrement des militaires qui décrochent. Vous les encadrez, vous envoyez des véhicules pour aller les récupérer et éviter qu'ils entrent en contact avec les militaires qui sont positionnés. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Un grand merci à messieurs Aimé Mboma, autrement dit le grand sénateur, le seul et l'unique de Kentucky, propriétaire de ce beau cadre qui nous accueille ce soir, Arena Kentucky. Et un grand merci aussi à madame son épouse, maman Guillermina Nzoua, autrement dit maman Mogila Gila. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si Dieu ne rentre pas, on se reverra pour la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et un message d'espoir à tous ceux qui nous suivent à partir de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une période difficile, soit-il, le peuple vaincra. Au revoir.